Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Il est 10h30, vous avez l'habitude maintenant, 10h30, midi et demi, Parlons Vrai chez Bourdin, ce n'est pas compliqué. Vous intervenez, vous écoutez tous nos invités, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes d'accord, eh bien vous le dites, vous témoignez, vous nous racontez ce que vous vivez. Nous avons besoin de vous, 0826 300 300. Merci donc d'être là dans Parlons Vrai chez Bourdin. De quoi allons-nous parler ce matin? L'essence est plus cher en France qu'ailleurs en Europe. C'est un fait. Mais pourquoi les distributeurs sont-ils responsables? Nous allons poser la question évidemment. Nous allons pouvoir consulter des infirmières, des kinés, des podologues, des orthophonistes sans passer par notre médecin traitant. Adoption de la proposition de loi aujourd'hui, explication évidemment ce matin. Présentation en ce moment au Conseil des ministres du plan de lutte contre les abus sur Internet. Il s'agit de sécuriser et réguler Internet. Un Français sur deux a été victime d'une tentative d'arnaque sur Internet. Vous témoignez, 0826 300 300, lancement d'un filtre anti-arnaque. Là encore, ça mérite explication, vous les aurez tout à l'heure. Débat 11h midi sur l'antenne de Sud Radio. La politique est-elle devenue un spectacle? L'objectif n'est-il pas aujourd'hui pour les politiques de faire le buzz, de générer des vues sur les réseaux sociaux, de passer dans les médias, dérive ou pas? Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. La fraude fiscale. Le gouvernement veut faire payer ce qu'il doit aux ultra riches et aux multinationales qui fraudent. Lutte contre les paradis fiscaux. À 12h05, nous recevrons Pascal Saint-Amand, professeur de politique fiscale à l'Université de Lausanne, ancien directeur fiscal de l'OCDE. Il a été l'architecte de l'impôt minimum mondial de 15%. Il est 10h32. Vous êtes sur Sud Radio. Vous voyez que le programme est riche. Vous savez que vous pouvez nous retrouver tous les jours. Vous pouvez retrouver notre émission. Si vous avez manqué le direct ou si vous voulez réécouter l'émission, aucun problème. Elle est disponible en podcast immédiatement sur sudradio.fr et sur notre application Sud Radio. Pour rappel, vous pouvez aussi nous écouter en direct sur Facebook Live et sur YouTube, en direct et en replay sur notre chaîne Sud Radio. Il est 10h32. Dans quel monde vit-on? Félix Mathieu, notre rendez-vous quotidien. Étonnante histoire qui nous vient des États-Unis. Une jeune femme de 33 ans avait publié un livre sur le thème du deuil après avoir perdu son mari. Sauf qu'elle vient d'être inculpée, c'est elle qui l'avait tué. Are You With Me? Es-tu avec moi? C'est le titre de ce livre consacré au deuil, un ouvrage pour les enfants présenté dans sa description publicitaire comme réconfortant, rassurant, écrit par une mère aimante qui a elle-même traversé cette épreuve. Cette trentenaire dans l'Utah l'avait publié quelques mois après la mort de son mari dans leur chambre. C'était en mars 2022. Elle avait indiqué aux policiers lui avoir apporté un cocktail, puis plus tard, assurait-elle, quand elle était revenue dans la chambre, elle l'avait trouvé, constatant qu'il était froid, mort dans son lit. Une autopsie avait montré par la suite qu'il était décédé d'une overdose de fentanyl, un opiacé de synthèse particulièrement puissant. Il avait ingéré 5 fois la dose mortelle. Les enquêteurs ont aussi découvert que sa femme avait demandé un peu plus tôt à une connaissance de lui procurer de forts antidouleurs. Des trucs comme Michael Jackson, avait-elle dit. 30 pilules de fentanyl pour cet homme qui avait déjà confié ses doutes à un proche. Il soupçonnait sa femme de vouloir l'empoisonner. C'est des éléments de l'enquête rapportés par la chaîne locale Fox 13. Une veuve écrivaine désormais inculpée donc pour le meurtre avec circonstances aggravantes. Décidément, aux États-Unis, il y a déjà un an, une autre romancière américaine, auteure du livre Comment tuer son mari, avait elle été condamnée pour le meurtre de son époux. Étonnante histoire. Eh oui. Étonnante histoire. Merci Félix. Il est 10h34. Vous êtes sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Nous allons parler du prix des carburants. L'essence est plus chère en France qu'ailleurs en Europe. Mais pourquoi? Et pour avoir des éléments de réponse, eh bien, nous sommes avec notre invité qui est de la CLCV, François Carlier. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Oui, très très bien. Je rappelle que vous êtes délégué général, hein, c'est ça? Tout à fait. Bon, délégué général de la CLCV. Alors, nos stations-service. Alors,
est-ce que d'abord, première question, François Carlier, est-ce que on nous avait dit il y a quelques dizaines de jours que le prix de l'essence allait baisser. Est-ce que les prix ont baissé, François? Pas suffisamment en réalité, en fait. Effectivement, ce qu'il apparaît, c'est que le distributeur, c'est-à-dire la station-service, prend une marge pour lui, alors qui est ce qu'on appelle la marge brute, c'est-à-dire la différence entre le prix à la pompe et le prix sorti de raffinerie. Oui. Donc c'est la fraction du prix qui lui revient. C'est pas son profit, hein, c'est vraiment la fraction du prix qui lui revient. Là-dessus, il paye ses frais, puis ensuite un bénéfice. D'habitude, la marge brute de distribution, c'est 15 centimes au litre. Oui. Elle a été très basse, voire négative en 2022 parce qu'ils ont fait des efforts de plafonnement des prix, c'est vrai, il faut le dire. Mais depuis le début de l'année, depuis janvier, cette marge brute de distribution, elle dépasse les 25 centimes au litre, alors que normalement c'est 15. Oui. Donc en fait, pendant 4 mois, ils ont rattrapé l'argent qu'ils avaient perdu quand ils ont fait des gestes à la rentrée 2022. Mais j'ai envie de dire que ce rattrapage est fait et maintenant on a quand même des marges qui sont trop élevées et qui doivent baisser d'au moins 10 centimes. Voilà. Donc les prix devraient être 10 centimes plus bas. Oui, grosso modo 10 centimes plus bas. Voilà. Et d'ailleurs en faisant ça, c'est là on retrouverait à peu près le niveau des prix ailleurs en Europe. Voilà, ailleurs en Europe. Prenons Simon, tiens, qui est à Perpignan. Il va nous dire qu'il fait son plein en Espagne, vous allez voir. Simon, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Bourdin. Merci vraiment d'être avec nous, Simon. C'est un plaisir de vous savoir là. Plaisir. Et c'est un plaisir d'ailleurs d'accueillir tous les matins tous les auditeurs de Sud Radio. J'en suis très très heureux et je suis très heureux d'être ici d'ailleurs. Simon, racontez-nous, vous allez faire votre plein en Espagne, vous? Oui, bien sûr, puisque nous, on est à proximité. Et l'avantage, c'est que, quel que soit le carburant choisi, que ce soit le gazole ou le samplon, on a à peu près 30 centimes de différence. Et plus vous rentrez à l'intérieur du pays, parce qu'évidemment, en zone frontalière, ils profitent de petites augmentations, parce que sachant qu'il y a beaucoup de Français qui marchent, et d'autant plus en baisse. Oui, bah bien sûr. Alors donc vous allez, combien vous le payez combien moins cher? Vous faites le gazole ou essence? Allô, Simon? Bon, on a un petit problème de téléphone avec Simon. Voilà. Simon, ça coupe là. Votre téléphone coupe. Bien, on a un problème de téléphone avec Simon. François Carlier, donc moins cher en Espagne et moins cher finalement dans tous les pays frontaliers. Oui, alors en Espagne en plus c'est bien moins cher au-delà des 10 centimes parce qu'il y a moins de taxes. Hein, aussi, hein, il faut le rappeler. Ensuite, il y a l'effet taxe, mais ça c'est pas imputable aux distributeurs. Grosso modo, effectivement, ce qui en plus est étonnant, c'est que longtemps on avait plutôt des prix hors taxe, en tout cas, qui étaient plutôt pas très chers en France par rapport aux autres pays, parce qu'il y a la concurrence de la grande distribution, qu'il n'y a pas forcément dans les autres pays, hein, en termes de distribution de carburant. Donc moi, je me souviens bien, dans les années 2000, tout ça, on avait plutôt des prix qui étaient hors taxe, en tout cas, qui étaient plus bas qu'ailleurs. Et là, c'est moins le cas. Et encore une fois, j'ai envie de dire, ils ont fait réellement des efforts à la rentrée 2022. Hein, en septembre, octobre, là, on voit les marges étaient très faibles. Ils perdaient de l'argent. Indéniablement, ils perdaient de l'argent. Je ne le dis pas souvent, mais c'est vrai. Donc, qu'ils aient gagné beaucoup d'argent pendant 3-4 mois, pourquoi pas. Le tout, c'est de l'assumer, on va dire. C'était un rattrapage. Là, maintenant, il y a vraiment un geste à faire. Il faut le faire maintenant. C'est le bon moment. Oui, les distributeurs défendent avancent des arguments. Hein. Évidemment, ils estiment que l'arrêt des raffineries a provoqué une confusion dans les circuits logistiques. Avec la mobilisation contre la réforme des retraites, c'est l'un des arguments avancés. Oui, bon, ce qu'il faut constater, c'est qu'en fait, c'est étonnant parce que quand on voit ces marges brutes de distribution, elles étaient très faibles en septembre-octobre, elles sont revenues à la normale vers 15 centimes en décembre, et à partir de janvier, elles se sont mises à 25 centimes. Alors, je constate déjà que c'était avant janvier, on n'était pas encore trop dans le mouvement sur les retraites. Donc, je pense que les perturbations de raffinerie ont dû jouer un petit peu, mais là, on est vraiment 10 centimes au litre au-dessus d'une marge normale de distribution. Donc, l'ordre de grandeur est tel que c'est pas un petit argument sur les grèves ou sur les biocarburants. Ça peut expliquer 2-3 centimes, je veux bien. Mais
bon, grosso modo, qu'ils admettent qu'à la limite, ils ont fait des efforts à un moment et puis se sont rattrapés après. Après tout, moi, c'est pas choquant. Hein. Bon, le tout, c'est que ça s'arrête, c'est tout. Bien sûr. Bien sûr. Alors je veux, merci François Carlier, je voudrais donner quelques chiffres que vous donnez d'ailleurs en Europe. 1,72 € le litre de gazole en moyenne en France, mais en Allemagne on est à 1,62 €. En Italie à peu près comme nous, 1,71 €. En Espagne 1,46 €. En Pologne 1,40 €. En Bulgarie 1,30 €. On est moins cher aussi aux Pays-Bas, on est moins cher au Danemark. En Belgique on est à peu près comme nous, mais il y a 2 pays où c'est plus cher, c'est la Suède et la Finlande. En Suède 1,86 et en Finlande 1,87. Il est 10h40. Merci François Carlier. 10h40, c'est le premier sujet. Un deuxième sujet que je souhaitais aborder très vite et je l'aborde tout de suite parce que là encore, nous sommes concernés, directement concernés et ça nous touche de près puisque nous allons pouvoir aller chez le kiné ou consulter une infirmière, ou aller chez un orthophoniste ou une orthophoniste, chez un podologue, sans passer par notre médecin traitant. Et ça, c'est un véritable changement, un changement extrêmement important. Je suis, pour en parler, avec notre invité, Guillaume Rall. Bonjour. Bonjour. Vous êtes kiné dans le Loiret, président du syndicat national des masseurs kinésithérapeutes. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une proposition de loi qui va être votée largement aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui va, c'est la loi Rist du nom d'une députée Renaissance, Stéphanie Rist, qui conduit cette proposition de loi. De quoi s'agit-il? Bien, il s'agit de faciliter l'accès aux soins en désembouteillant les cabinets des généralistes, des médecins généralistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme je l'expliquais il y a un instant, que je vais pouvoir venir vous voir, par exemple, Guillaume Rall, sans être passé par mon médecin traitant. C'est cela? Alors, en tout cas, l'ambition de la loi, c'était celui-là à l'origine. C'est-à-dire que l'accès direct, vous l'avez dit, c'est consulter un kiné sans prescription. Et c'est une demande de notre profession depuis longtemps déjà. Oui. Bon, donc ça, c'est l'objectif de la loi. Mais l'objectif sera tenu ou pas? Alors, l'objectif, il sera partiellement tenu. C'est-à-dire que l'une des raisons pour laquelle on demande ça, c'est que l'une des clés de la réussite d'une rééducation, notamment en kiné, c'est la précocité de la prise en charge. Et ensuite, les jeunes kinés aujourd'hui, ils sont formés à repérer ce qu'on appelle les drapeaux rouges, c'est-à-dire les signaux qui nous font dire que ça n'est pas qu'une simple entorse de cheville ou que c'est pas une simple lombalgie pour laquelle le patient vient consulter. Et pourquoi ce sera mis en place que partiellement? À l'origine, l'initiative de cette loi, elle était excellente. C'était notre demande. Maintenant, les débats parlementaires ont un petit peu diminué ou largement diminué l'ambition de la loi parce que cet accès direct, il sera possible, mais uniquement pour les kinésithérapeutes qui exercent en maison de santé. Et le problème, c'est que les kinés qui exercent en maison de santé, c'est seulement 4% des kinés en libéral. Donc oui, c'est une avancée, mais réduite. Oui, seulement pour les kinés exerçant dans les maisons de santé pluriprofessionnelles. Mais ça, c'est sous la pression des médecins généralistes, non? Il est clair qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une partie de la profession médicale qui n'est pas forcément favorable à cette mesure. Ce qui est étonnant parce que sur le terrain, on n'a pas forcément les mêmes sons de cloche. Vous savez, moi, j'exerce dans le Loiret où la densité médicale, elle est très, très, très compliquée. Et on travaille très bien avec les médecins qui ne sont pas foncièrement opposés à cette mise en œuvre. Par contre, ce qui est très important, et ça, je le soutiens complètement, c'est qu'il y ait toujours une collaboration aussi importante, voire même accrue entre les deux. C'est-à-dire que le kinésithérapeute qui a accueilli un patient en accès direct se doit d'informer le médecin de ce qu'il a vu, de ce qu'il a fait, parce que la collaboration, elle reste majeure et elle peut se faire au-delà des maisons de santé. Ouais, j'ai très bien compris. Guillaume Rall, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je viens vous voir, je suis obligé de passer par un médecin traitant. Si je vais voir un kiné, bon, je me répète, mais il faut souvent répéter les choses pour qu'elles soient bien comprises. Si je vais voir un kiné dans une maison de santé pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle, eh bien là, je pourrais y aller directement. Est-ce vrai pour un orthophoniste, une orthophoniste, un podologue, je ne sais pas moi, un infirmier, une infirmière? Alors, l'objectif de cette loi-là, c'était effectivement de décloisonner un petit peu le système et de ne pas concerner uniquement la kinésithérapie. Donc après, je ne suis pas spécialiste des autres professions, mais il me semble bien que pour les orthophonistes, c'est quelque chose qui a été mis en place également, pour les infirmiers de pratique avancée aussi. Mais si vous regardez par exemple ce qui a été proposé pour les orthophonistes, une mesure qui me semble très intéressante, c'est que les orthophonistes pourront accueillir les patients en accès direct
s'ils exercent en maison de santé ou qu'ils sont engagés dans ce qu'on appelle les communautés professionnelles territoriales de santé. Ce sont des grands réseaux de professionnels qui font qu'on n'est pas forcément dans les mêmes locaux, mais qu'on travaille en réseau. Il y a beaucoup de kinés qui travaillent dans ces réseaux-là. Moi aussi, j'en fais partie. Je fais partie d'une CPTS, mais par exemple pas d'une maison de santé. Oui. Donc c'est pour ça que, à la base, cette loi devait concerner également ces grandes communautés. Je ne comprends pas très bien pourquoi vous êtes exclu de cet aspect de la loi. Mais je ne comprends pas non plus, je n'ai pas tout compris non plus, donc c'est pour ça qu'évidemment notre demande c'est, oui, il y a une petite avancée, maintenant on aimerait qu'elle puisse être beaucoup plus large parce qu'il y a de nombreux... Vous savez ce qu'on va faire ? Je vais interpeller Stéphanie Rist dans les jours qui viennent, parce que c'est elle qui conduit ce texte de loi. Pour en avoir pas mal parlé avec elle oui. Dans son projet de loi initial, elle avait intégré ces communautés, notamment pour les kinésithérapeutes. Donc, c'est-à-dire que le travail avec Stéphanie Rist a plutôt été bon. Et finalement, ce sont les débats parlementaires, notamment au Sénat, qui ont fait que on s'est retrouvé avec une loi qui se retrouve beaucoup moins ambitieuse que l'initiative. Y a-t-il eu lobbying au Sénat de la part des médecins généralistes ? J'ai envie de dire, il y a eu lobbying de tous les acteurs un petit peu partout. Après, il est vrai qu'on a vu une réticence beaucoup plus importante du Sénat que de l'Assemblée nationale. Donc après, est-ce que c'est lié, on va dire, est-ce que ça n'enlève rien à un médecin généraliste, pourtant ? Ah, mais pas du tout. Et je pense que ce qu'il faut bien préciser, c'est que l'accès direct à la kinésithérapie, ça n'est pas l'obtention du diagnostic médical pour un kiné. C'est le médecin qui est responsable de son diagnostic médical. Par contre, le kinésithérapeute, il fait un diagnostic kiné et il est compétent pour savoir si, quand il accueille un patient, il y a des signaux qui nous font dire que ça n'est pas du ressort du kinésithérapeute. Et ces situations-là sont rares. Par contre, elles sont rares, mais on sait les repérer. Et ça, c'est plus qu'important parce que la réforme de la formation en kiné a changé il y a quelques années et que les jeunes diplômés sont très bien formés à ces repérages. Mais évidemment. Merci beaucoup, Guillaume Rall. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous pour expliquer quelle est vraiment la loi Rist qui est en discussion à l'Assemblée nationale, qui sera adoptée, je vous le dis, c'est une proposition de loi. Il est 10h47. À tout de suite, nous allons parler de toute autre chose maintenant. Nous allons parler du plan de lutte contre la fraude sur Internet. Et là, c'est aussi très intéressant parce que sur Internet, vous savez, vous pouvez vous faire arnaquer. Ça m'est arrivé, c'est arrivé à beaucoup de Français. Plan de lutte contre les abus sur Internet. Un Français sur deux a été victime d'une tentative d'arnaque sur Internet. Racontez-nous d'ailleurs, ça vous est arrivé. Nous allons en parler dans un instant avec Laurent Amar, cofondateur de France Vérif. À tout de suite, 10h47. Jean-Jacques Bourdin. Savoir et comprendre le matin sur les sujets d'actualité avec nos invités, des explications qui vous sont données régulièrement. Présentation en ce moment même en Conseil des ministres du plan de lutte contre les abus sur Internet. Il s'agit de sécuriser et réguler Internet. Vous savez vous le savez, vous ne le savez pas, vous avez peut-être été victime, un Français sur deux a été victime d'une tentative d'arnaque sur Internet. Vous avez été victime d'une arnaque, allez-y, 0826 300 300. Laurent Amar, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Laurent Amar, vous êtes cofondateur de France Vérif. Laurent Amar, le ministre Barrot nous dit nous allons mettre en place un filtre de cybersécurité anti-arnaque, un dispositif simple et gratuit qui avertira l'internaute au moment où il s'apprête à se connecter à un site identifié comme malveillant. Expliquez-nous, comment ça va fonctionner ? L'idée est d'avoir justement un filtre qui puisse, lorsqu'il identifie l'URL d'un site frauduleux, qui puisse vous alerter. C'est-à-dire, je vais sur Internet, je réponds, je suis sollicité, je réponds, expliquez-nous comment ça va fonctionner vraiment. Vous êtes sur Internet, vous êtes sollicité par une publicité, peu importe, sur les réseaux sociaux, par un mail. Vous allez sur un site, vous arrivez sur ce site et on va vous avertir si le site est frauduleux ou pas. Ah d'accord. C'est-à-dire que si je vais de moi-même sur le site sans savoir, sans prendre de précautions, là je vais être averti et je saurai si le site est frauduleux ou pas. Oui, c'est l'idée. C'est l'idée. Bon, c'est l'idée, mais ça va pouvoir être facilement mis en place, ça ? Alors, l'idée est très louable et en effet, la France a la capacité d'y arriver. Il y a un risque qu'il faut à tout prix éviter,
c'est de punir les bons élèves en même temps qu'on punit les mauvais élèves. Eh oui. En Belgique, vous avez eu un filtre qui a été posé et vous avez des milliers de sites e-marchands honnêtes, alors des petits sites, des jeunes sites, et ces sites ont été bloqués. Alors même si en France, ce qui est envisagé, c'est un cyberscore, vous imaginez bien que les gens ne vont pas réagir de la même façon face à un cyberscore que face à un Nutri-Score. Lorsque vous achetez un aliment, vous savez très bien, vous n'allez pas forcément acheter un aliment qui a la note maximale. Parfois, vous allez vous faire plaisir. Lorsque vous avez affaire à un site internet sur lequel vous devez mettre votre carte bleue, c'est pas la même chose. Si à un moment donné, vous avez ce site n'est pas évalué vert avec la note maximum, vous n'allez pas mettre votre carte bleue. Oui. Et il est là le risque. Et le risque est bien réel, car il faut savoir que les sites frauduleux ont plusieurs caractéristiques. Première caractéristique, ce sont des sites qui ont une durée de vie très très courte. La durée de vie d'un site frauduleux est maximum de 12-15 jours. Okay, donc ça ne dure pas très longtemps. Oui. Ce sont des sites qui font exprès, un peu comme un loup qui se déguiserait en agneau, de prendre tous les attributs de jeunes sites ou de petits sites. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser les mêmes serveurs, donc ils vont utiliser ce qu'on appelle en informatique les mêmes CMS. Ils vont utiliser exactement les mêmes outils, donc pour être sur les mêmes serveurs que des sites honnêtes. Donc si à un moment donné, vous servez comme identifiant, par exemple, un nom ou un serveur, vous risquez de mettre dans le même panier les bons et les mauvais élèves. Vous voyez, il est là le risque. L'autre chose, c'est que vous avez beaucoup de sites honnêtes qui, malgré eux, peuvent avoir des malwares ou peuvent être infiltrés. C'est quelque chose de très courant et de plus en plus courant. Si vous avez un site, même de mairie, qui est infiltré par un site qui va vendre, par exemple, des faux médicaments, est-ce que vous allez punir le site légitime? Vous voyez? Donc, c'est un sujet qui a l'air très simple au premier abord, mais qui est très complexe quand on rentre dans les détails. Et le vrai risque, c'est de venir punir des dizaines de milliers d'entrepreneurs qui, de l'autre côté, sont en même temps aidés et financés par l'État. Eh oui, je comprends. C'est toute cette difficulté auquel va être confronté l'État. Évidemment, évidemment, parce que il y aura une base d'une liste noire de sites identifiés comme malveillants, mais évidemment, à partir du moment où il y a la création d'un nouveau site, la liste noire est caduque. Exactement. Et alors, c'est un peu la chance de franceverif.fr. Oui. C'est que nous avons été financés en bonne partie par la BPI et qu'aujourd'hui, nous arrivons à détecter ces jeunes sites comme étant des sites fiables et identifier dès jour 1, donc dès la première mise en ligne, un site qui est malveillant. Et donc c'est pour ça que nous allons prendre contact avec M. Jean-Noël Barrault, car c'est un magnifique produit de l'excellence française. 43 chercheurs français et data analystes mobilisés, 3 ans de R&D, mais l'outil marche. L'outil marche, franceverif.fr. Hein. Oui. Pour aller vérifier. Merci Laurent Amar. Merci. Très belle journée à vous. Au revoir. Merci, au revoir. 10h57. Vous êtes sur Sud Radio pour savoir et comprendre. Nous allons ouvrir notre débat comme tous les jours entre 11h et midi. Dans un instant, et j'ai hâte parce que le sujet m'intéresse beaucoup. La politique est-elle devenue un spectacle? L'objectif aujourd'hui d'un politique ou d'une politique n'est-il pas de faire le buzz, de générer des vues sur les réseaux sociaux, de passer dans les médias? Est-ce une dérive ou pas? Est-ce que nous sommes en pleine dérive ou pas? Qu'en pensez-vous? 0826 300 300, nos invités, juste après les infos, il est 10h57. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h04, merci d'être avec nous. Vous savez que tous les matins, entre 11h et midi, sur l'antenne de Sud Radio, j'organise un débat sur un sujet précis avec des invités qui connaissent le sujet, qui sont habilités à parler du sujet. On ne va pas organiser des débats avec des invités qui pourraient s'exprimer un coup sur la médecine, le coup d'après
sur l'Ukraine et la troisième fois sur le commerce international. Non, ici, mes invités, celles et ceux qui viennent et qui me font l'honneur de venir et qui viennent, et j'en suis très très heureux, bien, sont des spécialistes de la question abordée. Alors aujourd'hui, je pose une question qui est une question que beaucoup d'entre nous se posent. La politique n'est-elle plus qu'un spectacle? La politique est-elle devenue un spectacle? Alors pour parler, par ordre alphabétique, Alexis Karklins-Marché, qui est essayiste, chroniqueur média et conseiller en entreprise, auteur de Pour un libéralisme humaniste aux presses de la Cité. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Nous avons aussi Benoît Raphaël, qui est journaliste, auteur de Information, l'indigestion aux éditions Erol, et je vous engage à lire. J'ai lu, pas entièrement, mais en grande partie votre livre. Je suis franc, direct, hein, Benoît Raphaël, mais c'est passionnant. Hein. Vous êtes parti à Bali pour réfléchir, mais vous me parlerez de tout cela, c'est passionnant, pour réfléchir justement à cette indigestion informationnelle, je dirais. Hein. C'est bien cela, indigestion informationnelle, on peut le dire? Oui, c'est ça. Je pense qu'on a besoin d'un peu de déconnexion, oui. Et puis de faire un peu de gymnastique à notre cerveau. À notre cerveau, oui, on en a besoin, je suis d'accord. André Valigny est avec nous également, sénateur socialiste, ancien député. Vous avez été élu député en 1997. C'est ça, oui. André Valigny. Dans l'Isère. Oui. Dans l'Isère. André Valigny, sénateur PS, donc notre troisième invité. Alors, pour lancer le débat, je vais lire quelques mots. Ce sont les mots d'Alexis Karklins-Marché. Voilà. Le temps est à l'invective permanente, l'exagération blessante, la révolte surjouée. Dans cette cacophonie, nous en avons oublié la nécessité du compromis. La politique est devenue un spectacle ? Jean-Jacques, vous posez une question évidemment essentielle. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'elle est devenue un spectacle. Elle l'a toujours été. Si on remonte même à l'Athènes démocratique, on avait déjà des sophistes qui se faisaient payer pour conseiller les citoyens qui voulaient avoir une carrière politique, pour mieux communiquer. Et parce que, oui, la politique est une scène. Et j'ai fait référence dans la tribune que vous avez la gentillesse de citer à la théatrocratie. Les échos, dans les échos. À la théatrocratie. La théatrocratie, c'est un concept que Platon développe dans son dernier livre, Au soir de sa vie, dans Les Lois. Il parle de l'évolution de la démocratie. Il ne dit pas seulement la politique est un spectacle, c'est une scène où les auteurs et les acteurs sont plus ou moins inspirés. Il parle de ce stade d'évolution de la démocratie où chacun devient de plus en plus insolent, chacun s'exprime avec véhémence, avec invective, où chacun croit tout savoir, où on piétine les institutions, où on conteste l'autorité, et finalement une forme de dégradation de la démocratie. Et ça m'a semblé, en lisant ce texte, qui a évidemment plus de 2000 ans, faire référence à ce que nous vivons actuellement, qui s'est probablement dégradé au cours des dernières années, amplifié par nos réseaux sociaux, amplifié par certaines émissions, pas la vôtre, hein, Jean-Jacques, mais où on s'exprime en quelques minutes, on a 1 minute 30 pour couvrir un sujet, où on insulte celui ou celle qui est en face, on est incapable de s'écouter, la modération a disparu, l'humilité a disparu, la capacité de dialoguer a disparu, et c'était ça le sens de cette tribune qui a fait réagir, c'était de dire mais nous avons perdu ce sens du compromis, ce sens du dialogue. Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord, mais on doit pouvoir écouter, et seul le compromis permet d'avancer. André Valigny, la situation s'est dégradée. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui on recherche plus le spectacle en politique qu'auparavant? Oui, je crois. Oui. Je crois. Vous avez rappelé que j'avais été élu en 97 à l'Assemblée nationale, à l'époque où Lionel Jospin était Premier ministre. Pour moi, il reste une référence, et c'était mon mentor à l'époque. Et c'est quelqu'un à qui on a reproché d'être un peu austère, un peu triste. Mais moi, justement, c'est ce que j'appréciais chez lui. Et c'est vrai qu'à l'époque, les débats étaient moins enflammés qu'aujourd'hui, moins superficiels aussi, parce que je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'invective a remplacé l'argument. On cherche à faire du buzz, on cherche à avoir la petite phrase qui sera reprise par les journaux, on cherche la punchline plutôt que la citation littéraire, et je veux relier ça à l'abaissement du niveau culturel de la classe politique. Ça paraît un peu prétentieux de dire ça, mais moi j'ai connu une époque où les hommes politiques ou les femmes politiques étaient cultivés, lisaient beaucoup. Aujourd'hui, ils ne lisent plus, ou elles ne lisent plus, ou beaucoup moins, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'il faut courir derrière l'actualité, et je crois que
cette baisse du niveau culturel de la classe politique participe aussi à l'abaissement général du débat public. Oui, on pourrait dire ça aussi de la classe journalistique, hein, ou de la classe. Enfin, dans toutes les professions, il y a peut-être une baisse du niveau culturel. Qu'en pensez-vous moi, je tourne vers vous, Benoît Raphaël. Ouais, j'ai toujours du mal à dire c'était mieux avant, parce que Socrate le disait aussi quelque part, donc sur la lecture. Donc, j'ai toujours une petite prudence par rapport à ça, et je regarde toujours un peu les chiffres pour savoir si vraiment à quel niveau c'est mieux qu'avant ou moins bien qu'avant. Donc là-dessus, je suis toujours un peu prudent. Albert Camus déjà en parlait en 1948, hein, dans un célèbre discours où il expliquait qu'il y avait plus de débat ou de dialogue, en tout cas, il y avait plutôt de la polémique, et qu'on considérait l'autre non plus comme un adversaire avec qui il fallait débattre, mais plutôt un ennemi qu'il fallait abattre et faire disparaître. Donc je crois que c'est pas complètement nouveau. Par contre, ce qui a changé, c'est effectivement le contexte. Il y a deux choses, moi, ce que je trouve intéressantes. La première, c'est que effectivement les réseaux sociaux, les algorithmes, notamment l'intelligence artificielle qui est derrière ces algorithmes, notamment depuis les années 2015, va favoriser, pour qu'on regarde les réseaux sociaux, ça favorise en fait l'engagement, donc ça va favoriser tout ce qui va être beaucoup plus polémique, donc tout ce qui va plutôt créer l'émotion, la colère, le dégoût. Et comme les médias et Sud Radio par exemple aussi dépendent en fait des réseaux sociaux par exemple, eh bien pour être plus vu, eh bien il faut être vu par les algorithmes, donc du coup on va plutôt favoriser la polémique. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait on est dans un contexte qui nous a un petit peu importé des États-Unis, qui fait qu'on a la polarisation des opinions. Alors la polarisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a moins de terrain d'entente commun, on va plutôt vers les extrêmes, l'extrême gauche, l'extrême droite, et ça quelque part ça crée dans notre cerveau une impossibilité de s'entendre. Pour terminer là-dessus, il y a juste une petite étude qui a été faite par Tim Hartford, qui est un statisticien, et c'est assez intéressant. Ils ont étudié le cerveau des démocrates et des républicains. Et ensuite, ils ont regardé, lorsque le démocrate entend un républicain qui s'oppose à lui, quelle partie du cerveau s'active? Et est-ce que la partie qui réfléchit et la partie qui contrôle les émotions s'active ou pas? Or, quand il entend un républicain parler, cette partie-là ne s'active pas. C'est-à-dire que quand vous entendez un opposant qui est complètement à l'opposé de vous, eh bien, vous ne réfléchissez plus. Oui. Mais dites-moi, c'est terrible. Hein. Donc c'est-à-dire que c'est terrible ce que vous nous dites. On ne réfléchit plus. Mais c'est terrible. Non, moi je trouve que ça s'inscrit dans cette logique que nous sommes en train d'évoquer. Je voudrais, on parlait des États-Unis. De temps en temps, nous importons des choses qui viennent des États-Unis. En tout cas, il y a une certaine culture média qui vient des États-Unis. Une étude statistique récente sur la classe politique américaine montrait qu'en 50 ans, quand on regarde le Congrès, c'est-à-dire à la fois la Chambre des représentants et le Sénat, il y a 50 ans, il y avait environ une grosse moitié des élus, qu'ils soient sénateurs ou élus à la Chambre des représentants, qui étaient capables de travailler dans des logiques transpartisanes, donc de travailler ensemble. Aujourd'hui, quand on regarde le nouveau Congrès, on est à moins de 25 sur une population qui fait plus de 500 élus. Moins de 25, voilà. Et donc ça, c'est une réalité, la polarisation que Benoît Raphaël vient d'évoquer. Elle se retrouve, elle commence en politique, elle commence notamment dans les discours politiques, dans la façon dont les politiques s'expriment. Quand vous avez un responsable de parti qui appelle à l'insurrection à peu près tous les mois, quand vous avez un autre responsable politique qui apprend sur les réseaux sociaux à siffler le président de la République, exemple encore récent, quand vous avez encore un autre responsable politique qui se met en scène sur les réseaux sociaux avec la tête du président de la République, on peut être évidemment en désaccord, hein, c'est pas le sujet, mais avec la tête du président de la République dans un ballon sous son pied, et que c'est diffusé à des milliers et des milliers d'exemples. On est dans un moment où cette violence, elle ne sert absolument pas le débat. Je crois qu'elle-même, elle lasse les Français. Les politiques, on vient de l'évoquer, ont leurs responsabilités, les journalistes aussi, et les réseaux sociaux, on le sait bien. André Valigny. Oui, c'est vrai, tout ça est vrai, et il y a une radicalisation du débat politique. C'est vrai que vous aviez raison tout à l'heure, sous la 4e République, déjà les débats étaient enflammés, sous la 3e aussi, les invectives étaient violentes au sein de l'Assemblée nationale. On s'est même battu. On s'est même battu, oui. Ouais. Mais le style était différent, et il suffit de relire les discours d'il y a 50 ans, ou même d'il y a 30 ans, et les discours d'aujourd'hui. La langue française s'est appauvrie, les références sont beaucoup plus pauvres aussi. Le niveau général de l'expression orale a beaucoup baissé. Et j'ajoute sur la guerre civile larvée que nous vivons, à mon modeste niveau, j'ai vécu un moment de grâce
lors de la commission parlementaire sur l'affaire d'Outreau, ce qui a le plus marqué les gens, ce qui intéressait le plus les gens, et on recevait des centaines de lettres à ce moment-là à l'Assemblée nationale, c'est que la droite et la gauche, moi j'étais président socialiste et mon rapporteur était UMP, la gauche et la droite s'étaient mises ensemble pour travailler sur la justice, sur cette monstrueuse affaire judiciaire qui était l'affaire d'Outreau. Et ça a beaucoup marqué les gens. Donc les gens sont en attente d'un débat apaisé, d'un débat civilisé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous pensez réellement, je vais vous poser la question, est-ce que vous pensez réellement que le public est en attente d'un débat apaisé ? Je n'en suis pas si certain que cela. Moi, je crois. Favoriser la polémique, vous parliez de favoriser la polémique, est-ce dangereux ? C'est aussi une question que j'ai envie de poser. Et puis, cette culture du compromis. Comment se fait-il qu'en France, nous n'arrivions pas à la mettre en place ? Le dialogue, les nuances. Nous avons perdu le sens des nuances. Le compromis, donc, le discernement. Vous en parliez, Alexis Carclins-Marché. La retenue, la tempérance des mots que l'on a oublié dans notre vocabulaire et dans notre comportement. Eh bien, nous allons en parler 11h15. Vous êtes sur Sud Radio. Jean-Jacques Bourdin. La politique n'est-elle plus qu'un spectacle ? C'est la question que je pose aujourd'hui sur Sud Radio avec nos trois invités. Alexis Carclins-Marché, qui est essayiste, chroniqueur média et conseiller d'entreprise, auteur de Pour un libéralisme humaniste aux presses de la Cité. Avec nous également Benoît Raphaël, qui est journaliste, auteur de Information, l'indigestion aux éditions Erol. Et puis André Valigny, qui est sénateur PS, qui est aussi avec nous. Donc nous continuons ce débat. Je parlais de ces mots, j'évoquais ces mots: dialogue, nuance, compromis, discernement, retenue, tempérance. On les a oubliés ? Est-ce qu'on les a oubliés ? Est-ce que la classe politique les a oubliés ? Benoît Raphaël. C'est difficile. Quand on est nuancé, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un débat enflammé, vous voyez, donc et de faire le buzz. Puisque vous dites ça, puis en même temps il y a ça, donc vous allez tout le temps nuancer. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais est-ce que la classe politique l'a oublié ? Je ne sais pas. Est-ce que la jeunesse, en tout cas, l'a oublié ? Quand vous voyez émerger les nouveaux médias, notamment sur YouTube, prenez ce que fait Hugo Travers, par exemple, pour un jeune média qui vient de monter, que je vous invite à regarder, qui s'appelle Le Crayon, qui est justement orienté sur le débat, mais un débat beaucoup plus apaisé, parce que le débat, en fait, il est fait normalement pour nous ouvrir l'esprit. On a besoin d'avoir des opinions différentes pour s'enrichir. Le problème, c'est quand les opinions sont trop opposées, en fait, on a beaucoup plus de mal à entendre l'autre. Et alors, dès que vous essayez de convaincre l'autre, les études aussi en neurosciences le montrent, en fait, vous êtes encore plus convaincu de vos propres convictions. Donc, il y a besoin d'avoir un terrain commun. Et le terrain commun, c'est plutôt les faits. La seule chose sur laquelle on peut s'entendre aujourd'hui, un débat, on peut être stupide dans un débat, mais si on s'entend pas au moins sur quelque chose, si on n'est pas d'accord sur les opinions, au moins entendons-nous. Mais les faits sont remis en question aujourd'hui. Vous savez qu'avec la montée du complotisme, les faits sont remis sans cesse en question. Ils ont toujours été remis en question historiquement, mais ils sont remis en question plus que jamais. On a peut-être besoin de comprendre aussi, de faire la différence entre un fait et une opinion. La politique, c'est le royaume de l'émotion, c'est normal en fait. La politique n'est pas là pour établir la vérité, elle s'appuie sur des faits et elle prend des décisions qui sont émotionnelles puisque c'est des opinions, des convictions, etc. Le problème, c'est que effectivement, c'est les faits. Ne confondons pas les faits et les opinions et n'essayons pas de transformer les faits par rapport à nos opinions. Je suis d'accord avec vous, mais les faits, un chiffre, c'est un fait. Organiser un débat entre deux hommes politiques autour d'un chiffre, et le débat va être terrible parce que ils vont s'accuser d'avoir le mauvais chiffre. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire ? Le débat est difficile, extrêmement difficile. André Valigny. Oui, d'abord, je veux dire que c'est à l'honneur de Sud Radio d'organiser un débat sur ce sujet. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais merci. C'est important que des chaînes comme la vôtre se posent la question de savoir si le débat ne s'est pas trop caricaturé lui-même, si tout ça n'est pas trop radicalisé. Moi, je continue à être optimiste, contrairement peut-être à vous, Jean-Jacques Bourdin, parce que, regardez, puisque je parlais de radio, l'audience de France Culture qui ne cesse d'augmenter. C'est vrai. Alors certes, on n'est pas sur des phénomènes de masse, on n'est pas sur des millions d'auditeurs, mais France Culture ne cesse de progresser et fortement depuis 2 ou 3 ans à peu près. Donc tout n'est pas perdu. Je crois que les gens sont justement noyés sous l'information et qu'ils se rendent compte petit à petit qu'ils se noient justement et qu'ils ont besoin de recul, d'émissions apaisées, d'émissions où on peut débattre, où on a le temps de débattre, comme chez vous ici par exemple. On a 30 ou 40, on a une heure. Enfin, une heure. Avec la pub, on a 45 minutes, exactement. 50 minutes. Plutôt que ces chaînes où on a 30 secondes. Tout à l'heure, vous avez dit 1 minute 20, mais c'est beaucoup moins parfois. Il faut réduire sa pensée en 30 ou 40 secondes, ce qui est totalement ridicule. Donc je crois que les gens
peu à peu, je l'espère en tout cas, vont se rendre compte qu'il faut changer tout ça. Alors je remarque, André Valigny, vous le faites, nous le faisons tous, je remarque que nous parlons des politiques, mais nous parlons beaucoup des médias. Beaucoup des médias. Bon, le lien est étroit, on le sait, entre les médias et les politiques, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la responsabilité est vraiment partagée? Eh bien, organiser un dialogue, la confrontation des idées, non violente, puisqu'on est dans le dialogue. Le dialogue, c'est qu'on chemine ensemble. Le principe, c'est de cheminer ensemble. Les médias ont évidemment un rôle à jouer. On vient de prendre l'exemple de cette émission, et merci à nouveau pour cela. Nous ne pensons pas tous pareil. Nous sommes dans une société où chacun a son chemin, son parcours, ses influences, ses destins. Et donc, l'idée qu'on puisse permettre cette confrontation des idées, la confrontation de nos façons de penser, et d'arriver à cheminer ensemble, nous le vivons. Nous le vivons dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de la politique lorsqu'elle n'est pas médiatisée. Vous travaillez quand vous êtes en mairie, vous travaillez avec des gens qui ne pensent pas comme vous, eh bien il faut travailler ensemble pour le bien de la collectivité. C'est pareil dans le monde de l'entreprise, c'est pareil dans le monde associatif. Ça n'empêche pas que vous pouvez avoir des désaccords, mais ce qui se passe dans le monde, j'allais dire réel, dans le monde non médiatisé, prend tout de suite une importance, alors, quand on parle de politique, une importance assez évidente, mais malheureusement, parce qu'il y a cette incapacité de donner du temps, et en plus avec les réseaux sociaux qui ont tendance, via les algorithmes qu'on évoquait, à vous enfermer dans votre boucle d'autoconfirmation. Je suis des comptes sur les réseaux sociaux qui pensent comme moi, donc j'ai raison. Bon, et bien là, évidemment, ça ne nourrit pas l'enrichissement de la pensée, et je crois, vous posiez la question, Jean-Jacques Bourdin, tout à l'heure, qui est une question importante. Est-ce que les Français veulent ça? Eh bien, le dégoût de la politique que nous vivons, l'abstention qui s'accroît, elle est probablement aussi liée au fait que, notamment chez la jeune génération, il y a un non-intérêt de la chose politique. Il suffit que vous mettiez aujourd'hui deux personnes qui vont commencer à s'invectiver dans un débat en caractérisant l'autre comme quelqu'un de stupide, d'idiot ou des idées qui n'ont aucun sens, pour dégoûter une grande partie des téléspectateurs. Et donc, il y a, je crois, un vrai besoin de retrouver à la fois des formats médiatiques, mais aussi un travail sur soi-même. C'est-à-dire que les personnes qui prennent la parole publiquement doivent avoir conscience de leurs responsabilités. Est-ce que les politiques en sont conscients? Moi, je pose aussi, c'est une autre question, André Valigny. Est-ce que tous les politiques, vous en parlez, j'imagine, dans le milieu, est-ce que les politiques en sont conscients? Je ne sais pas s'ils en sont conscients suffisamment. Certains en prennent conscience. Moi, je parle de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire ma propre expérience. Il m'arrive, figurez-vous, de plus en plus souvent de me couper de l'information. C'est-à-dire que je ne mets plus la télévision, ou alors je mets autre chose que les chaînes d'infos, en tout cas. Je reste attaché quand même aux 2-20 heures, je zappe un peu entre les deux, mais les chaînes d'infos continuent, sauf LCI, je tiens à le dire ici, sauf LCI, qui fait le choix courageux et délibéré, le choix de l'Ukraine, alors qu'en termes d'audience, c'est pas forcément porteur. À part LCI, moi je ne regarde plus les chaînes d'infos. Dans la voiture, je me mets de la musique, variété des années 70 de préférence, ou alors France Culture, parce que je ne supporte plus cette avalanche d'informations, plus rien n'est hiérarchisé, tout est au même niveau, une actualité chasse l'autre, un événement chasse l'autre, c'est le buzz permanent, et je vais être encore plus provocateur avec les gens de la France Insoumise, mais lorsqu'il y a quelqu'un de la France Insoumise dans un débat, je coupe immédiatement, parce que cette vulgarité, cette violence... Et quand il y a quelqu'un du Rassemblement National dans un débat, vous coupez ou pas? Ou quand Éric Zemmour est dans un débat, vous coupez ou pas? Non, parce que la violence verbale n'est pas la même. Il y a la violence des arguments, je suis en désaccord total avec ce que peut dire Éric Zemmour, que je connais bien par ailleurs. Il le sait, mais il n'y a pas cette violence verbale, cette agressivité, cette méchanceté, comme disait Robespierre sous la Révolution française. L'adjectif méchant a changé de signification, mais à l'époque, quand on disait un méchant homme, c'était un homme agressif, violent, au moins verbalement. Je ne supporte plus tout ça. Donc, je crois, et je regarde dans mon entourage, je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui réagissent comme moi. Parce qu'on ne supporte plus, la quantité énorme d'informations sous laquelle on est noyé, et deux, la violence verbale, l'agressivité gratuite parfois de ces débats. Avec cette théâtrocratie, est-ce que on ne voit pas l'effacement des convictions? Est-ce que ça ne conduit pas à un effacement des convictions? C'est aussi une question que je me posais. Déjà, pour rebondir sur ce qui a été dit, on a une culture quand même en France. Ça a commencé avec Gustave Le Bon, qui a écrit en 19e siècle
Jean-Jacques Bourdin. Bien, débat sur l'antenne de Sud Radio 0826 300 300. Je vous attends. Venez intervenir dans ce débat. La politique est-elle devenue un spectacle? On en parle ce matin. C'est vrai que aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale pendant le débat sur la réforme des retraites. C'est vrai que on a un peu oublié les uns et les autres, toute nuance, la nécessité du compromis. On ne sait plus trop ce que c'est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette théâtrocratie, comme le dit l'un de nos invités, Alexis Carclins-Marché, cette théâtrocratie, eh bien, éteint peut-être les convictions les plus sincères. Mais moi, je voudrais qu'on réfléchisse à ce que pensent celles et ceux qui nous écoutent, nos concitoyens, le sentiment des Français. Est-ce que vous pensez que ce spectacle donné les renforce dans leur prise de distance avec la politique? Franchement, André Vallini. Ah oui, je crois que c'est un élément déterminant de l'abstention qui ne cesse de monter, bien sûr. Il y a l'absence de résultats tangibles. Les Français trouvent que les choses ne s'améliorent pas sur le plan du chômage, encore qu'aujourd'hui ça aille mieux, l'inflation, enfin bref, tout. Et le coût de la vie, l'éducation nationale, le coût de la vie, la santé, etc. Donc les Français sont en attente de résultats, ça c'est le premier élément, évidemment. Mais le deuxième élément, c'est que ils ont bien le sentiment et la certitude même, ils ont compris que pour cacher l'absence de résultats, la classe politique se croit autorisée à radicaliser le débat, à diaboliser l'adversaire, à raconter parfois n'importe quoi pour essayer de faire croire aux Français que ça n'est pas de la faute du gouvernement, mais de la faute d'autre chose. Donc il y a le manque de résultats, mais deux, la radicalisation du discours politique, sa simplification, son outrance aussi. Oui, mais est-ce que le gouvernement ne donne pas l'impression de ne pas comprendre les Français? Est-ce que le gouvernement estime que les Français ne comprennent pas ce qu'il dit? Alexis Carclins-Marché, vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr, et la réponse que l'on fait, quand on parle de cette radicalisation dans les débats, quand on parle de prise de position, on a encore eu un exemple il y a 2 jours, avec un élu régional qui est allé chanter Louis XVI, on l'a décapité, Macron, on peut recommencer. Bon, et toujours dans le même schéma, on commence par ça, on provoque un scandale. Alors qu'est-ce qui je voudrais, je vous interromps, pourquoi? Parce que ils n'étaient pas très nombreux devant le siège de Renaissance. Immédiatement, les chaînes de télévision se sont précipitées, immédiatement. Et c'était l'effet recherché, Jean-Jacques, c'était l'effet recherché, c'est... Je prononce des paroles qui sont irresponsables, inadmissibles, radicales et violentes. Je provoque un scandale, ce qui fait que je suis réinvité pour m'expliquer, pour dire qu'en fait on ne m'a pas compris. Et ensuite on passe à autre chose. On vient de banaliser une fois de plus la violence dans les propos et le non-respect des institutions. Encore une fois, on a le droit d'être en désaccord. En tordant la réalité en plus, parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, les plans serrés des chaînes d'infos faisaient croire qu'il pouvait y avoir beaucoup de monde alors qu'il y avait très peu de monde. Mais c'est volontaire. Mais bien sûr. Mais André Vallini, c'est volontaire de la part des chaînes infos. Jean-Jacques, évidemment. Jean-Jacques, pour répondre à ce point, la légitimité ou la façon dont la violence est légitimée, c'est toujours le même processus. Soit on dit vous savez, les Français ils sont éruptifs. Bon, n'empêche qu'Astérix, ça se termine par le banquet où tout le monde se retrouve. Nous, on s'arrête à la discorde, on a du mal à aller jusqu'à la phase du banquet qui nous réunit. Ensuite, c'est toujours la faute de l'autre. Si je casse un abribus, c'est à cause du gouvernement qui ne m'entend pas. Toujours la même réponse, on l'a aujourd'hui, on l'avait avant. Et plus subliminal, mais qui est parfois quand même évoqué, c'est on ne peut avancer que par le rapport de force. Socialement, toutes les grandes conquêtes sociales se sont faites uniquement dans les rapports de force. Et c'est pas totalement faux, pardon. D'abord, ça dépend des cultures. D'abord, c'est vrai qu'il y a des aspects culturels, mais pour autant, il y a aussi des avancées sociales qui ont été faites sans des violences, sans des millions de gens dans les rues, avec des compromis. Et justement, je crois que dans une société complexe, qui est censée être plus civilisée, espérons-le, on devrait être capable, comme on le fait dans d'autres univers, encore une fois, dans le monde de l'entreprise, dans différents mondes, on arrive à se mettre autour de la table et à trouver des accords. Bon, pourquoi nous ne sommes pas capables de le faire ça dans le monde politique? Mais voilà, c'est le bon sujet. Oui, je pense que de toute façon, le fait de ne pas écouter la différence, c'est s'empêcher d'être intelligent. Les grands patrons le savent, et Olivier Sibony, qui a beaucoup écrit sur le business, explique que quand vous avez un projet, par exemple, et que vous en parlez en réunion, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire ça va pas marcher. Alors cette personne, elle est énervante, en plus, elle n'a pas forcément raison. Mais si vous l'écoutez pas, en fait, les études montrent qu'en fait, vous avez plus de chances de vous planter dans votre projet, parce que simplement, le fait d'entendre en fait la différence fait fonctionner un petit peu différemment votre cerveau. Et moi, par rapport à tout ce qui s'est dit, j'aurais juste
une chose à dire, si vous voulez déstabiliser un pays, si vous voulez manipuler l'opinion, les Russes ont très bien compris comment faire. Il suffit en fait de nous bombarder d'informations et surtout d'informations contradictoires, parce que ça nous empêche de réfléchir. Donc, lorsqu'on fait la même chose dans notre pays, il faut s'interroger en fait. Toujours ce lien entre l'information et la politique. Hein. Et l'information qui n'est pas de l'information, c'est de la communication. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Communication, information, il faudra faire la différence un jour, parce que l'information, ça part d'un fait. Et le problème aujourd'hui, c'est que on part aussi d'un fait, mais on a oublié deux choses. On a oublié l'analyse et l'explication. On passe immédiatement aux commentaires. C'est-à-dire qu'on va tellement vite... dans parce que c'est toujours ce souci d'aller vite, qu'on oublie d'expliquer un fait ou d'analyser un fait. Et on le commente immédiatement. On met tout le monde autour d'une table et on commente un fait. Et on met tout le monde autour d'une table et ce ne sont pas forcément des spécialistes du fait en question. Oui. Mais ça, c'est sûr. Ce sont des généralistes qui sont ici pour parler de tout et n'importe quoi. Ce sont toujours les mêmes, d'ailleurs, qui passent d'une chaîne à l'autre. Et on leur demande de réagir sur plein de choses différentes, plein de sujets différents, alors qu'ils n'y connaissent pas plus que la moyenne de... Vous savez ce que nous allons faire ? Nous allons prendre Jacques, qui est à Mazamet, dans le Tarn. Bonjour, Jacques. Oui, bonjour, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, Je vous remercie pour votre émission qui me paraît, qui est très intéressante, et surtout vos intervenants. Oui. Alors, je suis un vieux, entre guillemets, j'ai 74 ans. J'étais profession libérale architecte et j'ai eu affaire pendant très longtemps à nos amis les politiques et leur néanmoins amis de l'administration. En ce moment, je trouve que les débats qui existent sont assez catastrophiques, n'ont aucun intérêt. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale est totalement honteux. La représentation nationale est une véritable catastrophe. Et les débats n'existent plus. Il n'y a plus de gens qui ont des idées, qui défendent des idées précises. Les politiques ou les députés changent de parti comme ça en permanence, voilà, en fonction de l'ère du temps. Et puis, je sais pas, le débat, et tout à l'heure quelqu'un disait parler des chaînes d'information continue, on a l'impression que nos politiques qui nous dirigent écoutent ces chaînes en continu et prennent là où va le vent. Jacques, dans leur bureau, je peux vous dire que les chaînes d'information en continu sont diffusées en permanence. Hein. Ça, je peux vous le dire. Donc, oui. Ils écoutent ça et c'est en fonction de ce qui se passe et qu'ils orientent leur discours et on voit, voilà. Oui. Et je suis extrêmement déçu de ce qui se passe. Est-ce que ça vous éloigne de la politique, Jacques ? Est-ce que ça vous conduira ? Est-ce que ça pourrait vous conduire à ne plus aller voter, par exemple ? Non, parce que je vote en âme et conscience. Oui. Mais non, ça ne m'éloigne pas. Mais je suis extrêmement déçu. Bien. Merci Jacques, merci pour votre intervention. Vous voyez, c'est l'illustration de ce que nous disions. Exactement. Jacques dit, reprend des mots qui sont très justes. Oui. Et il fait partie d'une génération où le devoir civique reste important. Ce qui est très inquiétant, c'est plutôt dans la population jeune. Oui. Et alors justement, les jeunes, eux se détournent vraiment de la politique. Les jeunes, vous les croisez, nous les croisons tous, nous entendons, je les vois. Ou alors quand on les voit apparaître, encore une fois, on l'a vu à l'occasion de la réforme des retraites, on les voit apparaître sur certaines chaînes info, on voit des lycéens ou des étudiants, mais qui surjouent la révolte. Oui, c'est une expression que j'ai utilisée. C'est vous qui l'avez utilisée. Pourquoi l'avez-vous utilisée d'ailleurs ? Parce que on comprend que ça peut faire sens, ça donne certaine image, en tout cas ça permet d'être repris quand on est un lycéen de 15 ans, qu'on explique, qu'on parle des retraites. Pardon, mais c'est un sujet qui est tellement complexe. Chaque citoyen a le droit à la parole, c'est pas le sujet de ne pas écouter, c'est de tourner en boucle un propos, la révolution va arriver, on veut rejouer à 1968, bref, il y a un côté très caricatural. Encore une fois, on est dans l'exagération et on est dans cette boucle d'auto-reproduction. On va rediffuser encore et encore les mêmes mais les jeunes sont engagés aussi. Jean-Jacques, les jeunes sont engagés. Pardon, le mot les jeunes. Oui, les jeunes, ça veut rien dire. Déjà, c'est comme le peuple. Ça, je suis d'accord. Il y a les jeunes qui étaient fondamentalement, alors peut-être pas pour les retraites, mais en tout cas qui trouvaient un peu ridicule la médiatisation de certains jeunes.
très bien si certains ont envie d'aller casser, d'occuper une université et de la ruiner pendant 6 mois. Beaucoup de jeunes se désolidarisent aussi de ces comportements excessifs, radicaux, qui sont des postures et qui peuvent faire beaucoup de mal à la cité au sens très très large du terme. Bien, est-ce que la dérive, c'est une dérive pour vous? On est bien d'accord autour de la table. Il y a vraiment... Vous n'êtes pas... Je n'ai pas les chiffres, donc il faudrait me donner les chiffres pour me prouver que c'est une dérive. Quoi. Avant de parler de dérive, il faudrait donner les chiffres. Mais est-ce que vous pensez qu'on est en train de... Est-ce que c'est la transposition de ce qui se passe aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons? De ce qui se passe aux États-Unis et puis aussi de ce qui se passe en Italie. On dit toujours que l'Italie est le laboratoire de ce qui va se passer chez nous quelques années plus tard. Et moi, je suis beaucoup ce qui se passe en Italie. J'aime beaucoup ce pays. Je suis d'origine italienne. J'y vais souvent. Et vous n'êtes pas très loin. Et je suis pas très loin, en Isère. Mais c'est vrai que l'Italie a commencé avant nous à avoir son débat politique dérapé, dérivé vers la vulgarité, avec l'époque Berlusconi, la télévision aussi, les chaînes privées de Berlusconi. Et on en arrive à comparer maintenant ce qui s'est passé en Italie il y a une dizaine d'années, ce qui se passe en France aujourd'hui, avec des débats radicalisés, d'une violence extrême, une vulgarité dans l'expression des politiques, et puis aujourd'hui, la droite nationale, conservatrice, populiste, voire extrême, la droite de Madame Meloni au pouvoir. Donc j'espère me tromper en disant que la France suit le chemin de l'Italie, au moins dans le domaine politique, parce que ça voudrait dire que Madame Le Pen est aux portes du pouvoir. Mais moi je compare beaucoup ce qui se passe en France aujourd'hui à ce qui s'est passé en Italie il y a quelques années. Oui, que voulez-vous dire? Non, je pense que on est sur une génération. C'est difficile de parler des jeunes. Hein, oui, c'est pour ça. Oui, les jeunes, c'est vrai. Voilà. Par contre, on est sur une génération qui est peut-être en vie. En tout cas, c'est ce que dit une enquête de l'OCDE sur le fait que c'est une génération qui va être beaucoup plus autonome. Donc, qui veut penser par elle-même, qui veut avoir l'effet. Des jeunes, pardon, je vous coupe. Des jeunes qui ne regardent plus la télévision, qui n'écoutent plus la radio. Mais oui, mais quand vous avez 20 ans, vous ne savez pas en fait si l'année prochaine, vous n'allez pas avoir une prochaine crise sanitaire, vous n'allez pas comment va se réchauffer la température, et il ne va pas y avoir non plus si l'intelligence artificielle va pas non plus transformer complètement vos emplois, si vous aurez encore un emploi demain. Donc quand vous êtes comme ça, vous prenez un peu en charge vous-même et vous arrêtez d'écouter les chaînes d'infos qui brassent en permanence toujours les mêmes infos. Vous avez 70%, 7 Français sur 10 aujourd'hui qui disent qu'ils sont saturés d'informations, mais pas parce qu'il y a trop d'infos, parce que les infos sont toujours les mêmes. Oui, parce que les infos sont toujours les mêmes. Et donc, quand vous avez des politiques, quand vous avez l'urgence du dérèglement climatique et que vous voyez que ça bouge pas vraiment et qu'on sait très bien que c'est un problème complexe, donc on peut pas juste s'invectiver en permanence. C'est fini l'invective maintenant. On a besoin de trouver des solutions. Si vous êtes une plus jeune génération, que vous êtes directement concerné, vous en avez un petit peu. C'est-à-dire que j'ai 21 ans. J'imagine, je ne regarde pas la télé, je n'écoute pas la radio, je suis sensible au réchauffement climatique. Aujourd'hui, je fais comment? Je vais sur les réseaux sociaux pour m'informer, ou je lis, ou je vais écouter des conférences, ou je vais... c'est comme ça que je m'informe? C'est comme ça que je m'engage? Oui, ça fait partie. Mais je ne vais plus voter. Je vais moins voter. Oui. Je vais moins voter. Je vais moins voter et je m'engage. Ou alors, les jeunes, il y a des jeunes qui vont voter Rassemblement National. C'est pas un secret, oui. Bien sûr. Ou alors, je suis vraiment ancré dans mes convictions et je. Oui, parce que je trouve pas de logement. Oui. Parce que le pouvoir d'achat aujourd'hui d'un étudiant est réduit. On sait que, alors c'est moins le coût. Les études ont un coût, mais il y a tout le pouvoir d'achat des étudiants qui est, on le sait, très attaqué. Oui. Et donc, je m'engage aussi et je suis révolté de cela. Et j'ai besoin d'avoir des gens qui me parlent de solutions et que ces solutions soient aussi incarnées, qu'il y ait de la réalisation. Il faudrait que les politiques, si j'ai bien compris, je veux observer une petite pause, que les politiques fassent valoir leurs convictions et leurs propositions et leurs solutions au lieu de s'invectiver. Oui. Et être capable de dire, je me suis trompé. Depuis combien de temps, Jean-Jacques, nous n'avons pas entendu quelqu'un se dire « je me suis trompé ». Et être capable de dire aussi ce que fait le gouvernement, même si je suis dans l'opposition, ce qu'il fait là est une bonne chose. Et jamais vous n'entendrez quelqu'un de l'opposition. Et inversement aussi. Et inversement. Que le gouvernement soit capable de dire cette proposition venue de l'opposition, c'est une bonne proposition. Et je la retiens. Vous savez le précepte de Olof Palme, le Premier ministre suédois qui a été assassiné il y a une trentaine d'années. Olof Palme disait le secret de notre réussite en Suède, nous les sociodémocrates, c'est que quand on est dans l'opposition, on pense comme si on était au pouvoir, on s'efforce de penser comme si on était au pouvoir, et quand on est au pouvoir, on s'efforce de penser comme si on était dans l'opposition.
Très intéressant. Il est 11h46. Jean-Jacques Bourdin. Bien, terminons notre débat passionnant avec cette question. La politique est-elle devenue un spectacle? Avec nos 3 intervenants, Alexis Carclins-Marché, qui est essayiste, chroniqueur, média, conseiller en entreprise, auteur de Pour un libéralisme humaniste aux presses de la Cité. Benoît Raphaël, qui est journaliste, auteur de Information, l'indigestion aux éditions Erol. Et André Valigny, qui est sénateur socialiste. Avec nous aussi Laurent, qui est à Rosny-sous-Bois. Laurent, qui est commercial. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs. Alors, que dites-vous? Moi, je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, la politique, ce qui est fatigant, quand on les regarde, c'est qu'on a l'impression qu'ils savent pas reconnaître leur tort et dire qu'ils se sont trompés et que l'erreur est humaine et que, on a l'impression que c'est des gens qui font jamais d'erreur, qui sont pas dans le même monde que nous et que c'est nous qui les écoutons ou qui votons pour eux qui sommes pas suffisamment intelligents pour comprendre ce qu'ils font. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que je pense que le jour où quelqu'un sera en mesure de dire écoutez, je pensais qu'en faisant cette réforme ça serait mieux, mais je me rends compte que c'est une bêtise et on va faire autrement et on va recommencer, comme pourrait faire un entrepreneur ou quelqu'un d'humain. Un manque d'humilité, dites-vous, Laurent. Ouais, très. Un manque d'humilité. C'est très intéressant ce que vous dites, Laurent. Parce que je pense que... je ne sais pas ce que vous en pensez tous autour de la table. On l'a évoqué, 100% d'accord avec Laurent. Il y a 3 phrases nous n'entendons pas en politique. Je me suis trompé, je ne sais pas, et je présente mes excuses. Alors celui-là, de temps en temps quand même, quand un député, en l'occurrence de la France Insoumise, a traité d'assassin, là, il a quand même présenté des excuses. Mais c'est rare. Mais ces 3 phrases, je me suis trompé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais on va travailler sur le sujet. Écoutez, moi, j'ai interviewé beaucoup de responsables politiques avec parfois des moments très durs. Je crois que je n'ai jamais eu un responsable face à moi qui me dise « je ne sais pas ». Et pourtant, en cherchant toujours un échappatoire ou une autre question, ou rebondir en posant une question. Sur le prix des porte-avions notamment. Oui, surtout, je me souviens même avec une ministre du Travail sur le nombre de CDI ou de CDD. Non, CDD. Bon, mais qu'en pensez-vous? Pensez-vous de ce que dit Laurent? De toute façon, on est dans un monde qui est complètement imprévisible. Donc en fait, quand on est un politique et qu'on n'ose pas dire je ne sais pas, je ne sais pas ce qui va arriver, et on maîtrise pas tout, mais on va essayer d'avancer et de rendre des comptes rapidement et d'être le plus transparent. Si on fait pas ça, c'est qu'on prend les gens pour des imbéciles. C'est ce qui s'est passé pendant la crise du Covid. Pendant la crise du Covid, la principale erreur du gouvernement, c'est d'avoir refusé de dire je ne sais pas. C'est vrai. De dire par exemple les masques, ça sert à rien. Au début, c'est complètement idiot. Mais d'ailleurs, personne ne savait rien au début, entre parenthèses. Enfin bon. Et il fallait donner l'impression de maîtriser, ce qui est complètement incohérent. Et je pense que quand on est face à un politique qui dit je sais, et qui impose son opinion, etc., alors qu'on sait que le monde est complètement imprévisible, on a vraiment l'impression qu'il nous prend pour un imbécile. Donc ça nous énerve. Donc ça donne aussi un petit peu une idée de la situation du gouvernement Macron aujourd'hui. Oui, Laurent. Oui, c'est un peu le travers d'Emmanuel Macron. C'est son travers. C'est son travers, évidemment. Et est-ce qu'il sait dire je ne sais pas? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un responsable politique qui serait capable de dire « je ne sais pas » André Valigny? Vous en voyez un ou une? Moi, il m'arrive de dire que je ne sais pas répondre à une question. Mais donc, je parle un futur. Vous n'êtes pas futur présidentiable. A priori, non, on ne sait jamais. Je plaisante. Au niveau national, les grands leaders nationaux, c'est vrai, ont du mal à reconnaître qu'ils ne savent pas répondre à tout. Le dogme de l'infaillibilité pontificale, finalement, est peut-être en déshérence au Vatican, mais dans la classe politique, il est toujours là. Il faut dire, ce sujet, je le connais mal, je ne peux pas vous répondre, je vais regarder ce qu'il en est. Et moi, j'ai pas honte de dire ça. Il faudrait qu'effectivement que les politiques... Et vous avez été ministre, ça vous est arrivé en tant que ministre de dire, je ne sais pas, ou écoutez, je vais voir, ou oui, bien sûr. Je ne vous garantis rien, ou je ne vous garantis rien. Écoutez, ça c'est bien pas, sûr, pas difficile à dire. Bien sûr, il m'est arrivé de le faire à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Lorsque j'étais dans l'hémicycle et que j'ai été mis en difficulté sur une question, je disais, écoutez, je vais regarder, je vais demander à mes services. Il n'y a pas de honte à dire qu'on ne sait pas répondre à toutes les questions tout le temps sur le champ.
Oui. Moi, je me souviens, je vais vous raconter une anecdote. La première interview d'Édouard Philippe, c'était chez moi, il était Premier ministre, il venait d'être nommé Premier ministre, c'était sur BFM, et je lui pose 2-3 questions, et visiblement, il n'avait pas les réponses, et il s'est un peu emberlificoté, et ça a été assez catastrophique. Il était désespéré en sortant de l'interview. Et le lendemain, il m'envoie un SMS en me disant j'aurais dû dire je ne sais pas. Et voilà. Et voilà. Donc, c'est déjà bien de le reconnaître, mais prise de conscience après. C'est-à-dire ce réflexe-là. Mais à quoi servent les services de communication des politiques, les communicants, Alexis pour évoquer une autre turpitude que l'on peut avoir dans un débat, il m'est arrivé dans un débat de parler d'un sujet économique qui est plutôt mon domaine de compétences, et d'avoir une élue en face de moi. On est dans un débat assez dur. Je vais le dire trivialement, mais elle me rentre dedans. Elle me dit, je suis totalement en désaccord, vous pouvez pas dire ça, c'est beaucoup plus complexe que ça, etc. Assez agressive. Alors, nous sortons du plateau, je suis un peu agacé, parce que c'était pas tellement l'esprit en plus de l'émission, mais bon voilà, je sors du plateau, et l'élu en question me dit, bon, je suis vraiment désolé, parce qu'en fait, je pense comme vous, mais je ne pouvais pas le dire. Voilà. Et donc, il y a aussi, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur le sénateur, cette capacité à parfois dire, sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Mais ça, je l'ai entendu. J'organise des débats tous les jeudis entre des députés ou des sénateurs, tous les jeudis, entre 11h et midi, et c'est notre jeudi politique. Je l'ai entendu 100 fois à la sortie du plateau. Je suis d'accord avec vous, mais je ne peux pas le dire. Il y a une espèce de jeu de rôle qui est insupportable. Et le pire aujourd'hui pour ceux qui pratiquent ce jeu de rôle, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que les Français s'en rendent compte. Les Français sont lucides. Le rideau est déchiré entre la scène et les coulisses, parce que les gens sont plus informés, en quantité c'est sûr, en qualité c'est pas sûr, enfin ils savent davantage de choses. Et les masques sont tombés. Aujourd'hui on ne peut plus tricher. Quand on joue la comédie, ça se voit, surtout à la télévision. C'est ce que vous disiez, Jean-Jacques, c'était votre sujet, le sujet du jour. La politique est-elle un spectacle ? Eh bien un spectacle, parfois il y a des mauvais acteurs. Et parfois, il y a des mauvais acteurs, c'est ce que vous avez écrit. Merci à tous les trois. Alexis Carclins-Marché, qui est essayiste, chroniqueur média, conseiller entreprise, auteur de Pour un libéralisme humaniste aux presses de la Cité. Benoît Raphaël, qui est journaliste, auteur de Information à l'indigestion, manuel pour penser par soi-même dans le chaos de l'info, aux éditions Erol, et André Valigny, sénateur socialiste, ancien ministre. Merci à tous les trois d'être venus participer. Merci aux auditeurs qui ont appelé 0826 300 300. Il est 11h56. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 12h11. Parlons de fraude fiscale avec Pascal Saint-Amand. Paradis fiscaux, comment on a changé le cours de l'histoire. C'est le titre de votre livre aux éditions du Seuil. Nous allons parler de l'histoire des paradis fiscaux, mais vous avez vu ce plan de lutte du gouvernement qui est un peu timide, non vous le trouvez qui annonce un changement de direction, où on était un peu moins fort sur le contrôle fiscal, on va l'être un peu plus en rassurant les classes moyennes, en disant on va pas les vous embêter, on va les taper sur les plus riches. Sur les plus riches, les ultra riches. D'abord, est-ce qu'il y a un trésor caché dans les paradis fiscaux ? Il y avait et il n'y a plus. Il n'y a plus, à cause des travaux qu'on a fait au cours des 15 dernières années. On a mis fin au secret bancaire, on a changé les règles. Quand je dis on, c'est la communauté internationale, c'est les 20 plus grandes puissances mondiales avec le support de l'OCDE, qui est une organisation internationale basée à Paris, dont j'étais le chef fiscal. Et en fait, je peux vous donner un chiffre. Du fait de la fin du secret bancaire, il y a plus de 500 000 contribuables dans le monde qui ont déclaré leurs actifs qu'ils avaient en Suisse, au Luxembourg, au Caïmans, aux Bermudes, on pourrait faire une longue liste, et qui ont d'ores et déjà payé 115 milliards d'euros d'impôts. Ça, c'est déjà payé. Donc, voilà, sur des montants qui correspondaient à des centaines de milliards d'euros d'argent qui était caché et qui aujourd'hui n'est plus caché. Les paradis fiscaux existent toujours. Eh ben, c'est pour ça que j'ai écrit le livre. Pas vraiment. Alors, vous avez toujours des îles avec des palmiers, des plages et quelques avocats, mais il y a de moins en moins d'avocats offshore qui permettaient de faire des structures assez opaques, parce qu'on a permis de faire progresser la transparence dans ces pays. Un exemple, un autre chiffre, je ne vais pas en donner trop, mais la Suisse, qui était connue pour son secret bancaire, eh bien la Suisse, l'an dernier, a envoyé 3 millions de comptes bancaires à 90 pays. Donc il y a 3 millions de personnes qui avaient des comptes bancaires en Suisse, qui ont toujours ces comptes bancaires en Suisse, mais ces comptes maintenant sont rapportés aux administrations fiscales. La France a reçu plusieurs centaines de milliers d'informations. L'argent qui est déposé sur ces comptes est déclaré. Maintenant, cet argent est
est déclaré et des impôts doivent être payés sur les revenus que génère cet argent. Oui, d'ailleurs, en Suisse, vous êtes très célèbre, hein, Pascal Saint-Amand. En Suisse, je suis connu pour avoir mais vous êtes très célèbre pour avoir fait une blacklist le 2 avril 2009. J'ai blacklisté les Suisses, ils s'en souviennent. Et ils s'en souviennent, oui. Alors, dites-moi, pour lutter contre ces paradis fiscaux, ça a été rude. J'imagine, ça a été rude. Ça a été très compliqué, mais il y a un événement majeur qui est intervenu en 2008. On se souvient tous de l'explosion de la crise financière globale de 2008. Et avec cette crise financière, c'était l'effondrement de la banque Lehman Brothers en septembre 2008. Les chefs d'État et de gouvernement des 20 plus grandes puissances du monde, le G20, ont dit « faut qu'on fasse quelque chose ». Parce qu'on a eu une globalisation qui n'a pas été régulée, qui a abouti à la perte d'emplois, à la désindustrialisation de la France, des États-Unis, de plein d'autres pays, avec des gens qui sont pas contents, et ils sont toujours pas contents. Et donc il y a un rejet de la mondialisation, alors que la mondialisation a apporté plein de bonnes choses, mais l'absence de régulation a conduit à ce que les plus riches ou les multinationales aient pu mettre tout leur argent dans des paradis fiscaux. Et ça, c'est pas socialement acceptable. Il n'y a pas de justice fiscale. Et c'est pour ça que le G20, la droite comme la gauche d'ailleurs, a dit mais il faut mettre fin à ça. Et donc les plus grandes économies du monde, représentant 80% de la richesse mondiale, ont dit « Vous les Suisses, vous les Bermudéens, vous Bahamas, vous allez mettre fin au secret bancaire et on va changer les règles. » Et donc il y avait une telle puissance politique que les petits pays n'ont pas eu le choix et ils ont dû s'aligner. Et ils ont dû s'aligner. Alors, je vais vous parler de ce fameux impôt minimum mondial de 15%. Là aussi, c'est un autre combat que vous avez conduit, pas seul d'ailleurs. Avec toujours le soutien des chefs d'État et de gouvernement. Ça a commencé, et c'est bipartisan, ça a commencé avec Nicolas Sarkozy en France, ça s'est poursuivi avec François Hollande, et Emmanuel Macron, en tant que Sherpa du G20 qu'il était au début avant de devenir président, a été un fort soutien en France, mais c'est aussi le cas de l'Allemagne, avec le chancelier ou du président Obama aux États-Unis. Parlons-en, parce que je sais qu'il y a des pays, j'ai lu votre livre, il y a des pays qui sont restés réticents. L'Inde, par exemple, jusqu'au dernier moment, ne voulait pas de tout cela, ne voulait pas de cette régulation. Exact. En fait, ils voulaient plus de régulation. Pour eux, c'était pas assez. Ils voulaient pas 15%, ils voulaient 25%. Et donc, quand vous essayez de se mettre d'accord, plus de 100 pays autour de la table, c'était mon métier, c'est toujours compliqué. Vous avez les paradis fiscaux qui disent jamais il faudra nous passer sur le corps pour faire ça. Vous avez les pays européens qui veulent certaines règles. Vous avez les États-Unis qui sont toujours entre deux. Vous avez l'Inde ou le Brésil qui veulent plus. Et la Chine qui est hésitante. Il a fallu faire se mettre tout le monde d'accord pour dire si on ne se met pas d'accord sur un impôt sur les sociétés minimum de 15% effectif, alors l'impôt sur les sociétés va disparaître. Parce que les entreprises vont toutes se mettre dans des paradis fiscaux où il n'y a pas de fiscalité. Et cet impôt de 15%, ça va rapporter 200 milliards d'euros par an au niveau mondial. La France, c'est 3-4 milliards d'euros par an. Et surtout, ça va mettre fin à l'érosion de l'impôt sur les sociétés, qui est un trend qu'on a vu au cours des 30 dernières années. Est-ce que ça veut dire qu'avec l'optimisation fiscale, évasion, optimisation, bon, évasion c'est frauduleux, optimisation c'est légal. C'est légal, absolument. C'est légal. Et comme c'était légal, on a dit on va changer les règles pour le rendre illégal. Et c'est ça les travaux dont je rends compte dans ce livre. Mais est-ce qu'avec cette optimisation fiscale, un milliardaire, je prends un milliardaire français, je ne veux pas donner de nom, mais peu importe, peut aujourd'hui ne plus payer d'impôts? Ne pas payer d'impôts, payer très peu d'impôts compte tenu de ses revenus? La réponse est non. C'était facile il y a 10 ans, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Encore des discours politiques nous dire les plus riches, les ultra riches ne paient pas d'impôts ou paient très peu d'impôts. Les ultra riches paient moins d'impôts qu'ils ne le devraient sans doute, parce qu'ils ont plein d'opportunités légales. On a fermé aux opportunités illégales, le compte bancaire en Suisse, où je mettais 1 milliard d'euros en secret absolu. Ça, c'est fini. C'était possible. En secret absolu, 1 milliard d'euros, c'était possible. C'était possible jusqu'en 2009. Et ce n'est plus possible aujourd'hui. La Suisse va informer la France de cette situation. C'est vrai pour le Luxembourg aussi, c'est vrai? C'est vrai pour tous les pays du monde. Parce que dans ce jeu-là, si vous voulez, ça a été mon travail. Si vous attaquez la Suisse, vous dites, non, il faut faire le Luxembourg. Si vous avez le Luxembourg, ils vont dire, il faut faire Singapour. Si vous allez à Singapour, ils vont dire, il faut faire Hong Kong. Et Hong Kong va vous dire, il faut faire les Bahamas. Donc en fait, il faut que tout le monde se mette à la table. Et comment vous mettez tout le monde à la table? En ayant un gros bâton qui est celui du G20. Mais moi, je connais quelqu'un, je ne vais pas en dire plus, qui a choisi d'aller s'installer à Malte pour des raisons purement fiscales. Alors ça, c'est une très bonne remarque. Ce que peuvent faire les plus riches, c'est déménager. S'installer en Suisse, s'installer à Malte, s'installer à Singapour ou aux Émirats Arabes Unis où il n'y a pas de fiscalité.
Il y a pas aux Émirats Arabes Unis, il n'y a pas de fiscalité. Aux Émirats Arabes Unis, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Il n'y en a pas non plus en Arabie Saoudite. D'ailleurs, on a plus envie d'aller à Dubaï qu'à Riyad. Mais à Dubaï, c'est pour ça que Dubaï connaît le succès qu'on connaît. Et vous avez tout à fait raison de mettre le point là-dessus. C'est un point que la communauté internationale n'a pas encore réglé. Exactement. Qui est l'évasion par déménagement des personnes les plus riches. Il y ait des États dans le monde qui ne font pas payer d'impôts. On a mis en place un impôt minimum pour les sociétés. Elles ne peuvent plus optimiser en dessous de 15% effectif. 15% effectif, en réalité, c'est très élevé. Pour les personnes physiques, ça n'existe pas encore. Elles ne peuvent plus mettre leur argent dans un paradis fiscal, mais elles peuvent aller s'installer dans un paradis fiscal. Évidemment. Et elles sont obligées de résider combien de temps dans ce paradis fiscal? Pour devenir résident, il faut y passer du temps. Il faut vraiment s'établir. Il faut être propriétaire. Sinon ça ne marche pas. Si je vais passer 3 mois à Dubaï et que les 9 autres mois je suis à Paris, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a beaucoup de pays comme ça où on peut aller résider sans payer d'impôts? Il y en a un certain nombre dans les Caraïbes, c'est pas forcément dégueulasse de vivre aux Bahamas. Les Émirats Arabes Unis, Dubaï est une ville maintenant qui vit bien et c'est-à-dire que qui est très agitée. Français. Je vais m'installer à Dubaï, j'ai des revenus en France, je ne paie pas d'impôts. Alors, si vous avez des revenus qui proviennent de France, vous allez avoir des impôts en France. En France, oui. Vous allez avoir des impôts en France, mais pas sur l'essentiel de vos revenus qui vont être générés à l'étranger. C'est pas si facile que ça de partir si vos intérêts sont en France. Vous avez une société en France, elle va continuer à payer l'impôt sur les sociétés. Je vends tout, je vais m'installer à l'étranger, à Dubaï par exemple, je fais du commerce à Dubaï, je gagne de l'argent à Dubaï, sur cet argent gagné, je ne paie pas d'impôt. Et là, d'impôt. vous n'avez plus de lien avec la France, sinon la nationalité. Les États-Unis récupèrent cette situation en taxant leurs nationaux. La France, comme tous les autres pays du monde, taxe sur la résidence. Il faut être résident, qu'on soit français ou étranger. La question qui se pose pour les politiques demain, c'est est-ce qu'il ne faut pas prévoir ce qu'on appelle une exit tax, c'est-à-dire une taxe à la sortie? C'est une question qui est ouverte et que la communauté internationale devrait regarder. Ou en France, taxer les nationaux. Ça, c'est en réalité un peu compliqué. Comme les Américains. Et les États-Unis s'en mordent les doigts. C'est une situation extrêmement compliquée. Parce qu'il y a de nombreux Américains, y compris ceux qu'on appelle les Américains accidentels. Je suis né aux États-Unis, je suis américain, je suis resté 3 mois aux États-Unis et je n'y ai plus jamais remis les pieds. Je suis un contribuable américain. Est-ce que ça a du sens? Pour ces gens-là, ça n'en a pas et ils se plaignent amèrement. Oui, je comprends. Mais le partage entre États des profits des multinationales, parce que il y a des multinationales qui sont installées dans plusieurs pays. C'est la définition d'une multinationale, précisément. Alors voilà, d'une multinationale. Alors comment faire pour partager le profit? On avait des règles qui dataient de la Société des Nations 1928, un siècle, et elles n'avaient pas vraiment évolué. Et ce qu'on a fait au cours des 15 dernières années, c'est de faire évoluer ces règles en disant il faut que les entreprises payent davantage d'impôts, non pas dans les paradis fiscaux, mais dans les pays où elles ont leurs consommateurs. C'est en particulier le cas pour les entreprises technologiques, les Google, Apple, Meta et les autres, qui n'étaient pas présents physiquement. Et donc on a changé les règles, elles doivent encore être appliquées, en disant que si une entreprise fait du profit dans un pays, même si elle n'y est pas présente physiquement, qui était la vieille règle, eh bien elle devra acquitter des impôts dans ce pays. Ça, c'est l'accord du 8 octobre 2021. C'est le profit qui gère tout, qui dirige tout. C'est le profit. C'est le revenu, c'est-à-dire les ventes. Oui, dans le pays. Qui ne dirige pas tout, parce que les Américains vont vous dire, OK, vous voulez taxer Google, mais nous, on a des cerveaux qui ont conçu le moteur de recherche, vous avez des doigts qui cliquaient sur la souris pour générer. Donc la création de valeur, elle est avec les cerveaux qui sont à Mountain View en Californie et qui ne sont pas à Paris où vous cliquez avec votre doigt. Et donc la France et les États-Unis, comme les autres pays du monde, doivent se mettre d'accord sur comment on se partage les profits. Ça, c'est la théorie, mais en pratique, ce n'est pas encore le cas. En pratique, jusqu'à présent, les entreprises pouvaient localiser leurs profits avec des petits jeux juridiques dans les paradis fiscaux. Et c'est pour ça que lorsque j'ai lancé ces travaux en 2012, que j'ai proposé au G20 d'y travailler, vous aviez 2000 milliards, il faut se représenter le chiffre, 2000 milliards de dollars de profit des grandes sociétés américaines aux Bermudes et aux Caïmans. Aujourd'hui, tout ça est fini. 2000 milliards, ça veut dire une économie d'impôts de 700 milliards de dollars qu'elles avaient faites au cours des années précédentes, parce qu'elles pouvaient localiser leurs marques, leur propriété intellectuelle, alors qu'il n'y avait pas grand-chose. Ça a changé. Maintenant, vous ne pouvez plus mettre des profits s'il n'y a pas une activité réelle dans un pays. Mais je prends l'exemple d'une multinationale française
Est-ce qu'aujourd'hui, une multinationale française a intérêt à aller installer son siège social dans un pays étranger, dans un pays où la fiscalité est différente? Avec l'impôt minimum mondial de 15%, c'est fini. C'est plus possible. Et les entreprises françaises restaient en France, mais elles établissaient des filiales de financement au Luxembourg, bien sûr, mais Total, ou des par filiales exemple, aux Pays-Bas, ou des filiales de distribution à Singapour. Oui. Tout ceci... C'est fini, ça. C'est pas fini, il y aura toujours des filiales, mais elles paieront au moins 15% et donc elles ne pourront plus bénéficier des exonérations d'impôts qui existaient jusqu'à présent. Mais 15%, c'est moins qu'en France. Puisque l'impôt sur les sociétés en France est plus important. Ce que l'on regarde, c'est les impôts effectivement payés et le profit. Et il faut que ce soit au moins 15%. Le taux d'impôt sur les sociétés en France est de 25%, c'est nominal. Vous pouvez avoir des dépréciations ou différentes mécaniques qui vont réduire votre charge fiscale in fine. Donc 15% effectif, en réalité, c'est élevé. Vous avez changé le cours de l'histoire. Non, mais vous avez changé le cours de l'histoire. Le G20, l'OCDE et les pays en ont décidé. Vous avez été l'un des architectes. Et j'ai eu la chance d'être la main qui écrivait. Bien sûr, la main. Mais j'imagine, on vous en a voulu, non? Vous avez. J'ai même eu des menaces de mort à un moment, je le mentionne dans le livre, mais c'était évidemment, oui. Des menaces de mort venues d'où? Venues de quelqu'un qui est mort avant moi, puisque la police a arrêté l'enquête. Et c'était sur la fin du secret bancaire, ça venait d'Italie, c'était sans doute quelqu'un de la mafia qui était pas content. Ce fameux secret bancaire. Faut-il le conserver, le secret? Oui. Il est mort, le secret bancaire. Mort, le vrai sujet maintenant, c'est de travailler contre le blanchiment d'argent, parce qu'il n'y a plus de fraude fiscale, mais il y a toujours du blanchiment d'argent. Il y a toujours des criminels. C'est une fraude fiscale aussi. Sauf qu'hier, on pouvait cacher son argent de façon tout à fait digne en allant serrer la main d'un banquier à Genève. Demain, aujourd'hui, il faut aller voir un avocat véreux dans une juridiction qui n'a aucune régulation et le danger de perdre la totalité de son argent est très élevé, ce qui est pas du tout le cas. Il est plus difficile aujourd'hui de blanchir son argent qu'avant, c'est plus difficile. Blanchir d'argent, ça coûte plus cher, c'est toujours possible, il y a toujours des trafiquants de drogue et des autres, mais on n'est plus dans le domaine de changer la politique, les règles, mais dans le domaine de la police, c'est d'appliquer les règles. Oui, là on est dans le domaine de la police. En tout cas, la fraude fiscale a très fortement diminué. Elle existe toujours, il y a toujours des gens qui prennent de forts risques, mais hier c'était un jeu facile, sans danger, aujourd'hui c'est un jeu coûteux et difficile. Lisez Paradis fiscaux, comment on a changé le cours de l'histoire. Aux éditions du Seuil, Pascal Saint-Amand, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu nous voir, parce qu'on dit tellement de choses sur la fraude fiscale. C'est intéressant d'en savoir plus. Merci. Et de savoir pour pouvoir en parler. Merci. 12h25. Demain, de 11h à midi, je recevrai, ce sera une émission spéciale. Vous savez que le jeudi, c'est un jeudi politique. Et bien justement, demain, je recevrai François Ruffin, qui est député de la Somme, membre de la France Insoumise et de la NUPES, qui sera notre invité pendant 1 heure. Et je vous invite à lui poser toutes les questions que vous avez envie de lui poser. Il répondra à mes questions et ensuite il répondra à vos questions. Demain donc, entre 11h et midi, François Ruffin. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez nous suivre sur Sud Radio tous les jours, en direct. C'est possible, évidemment, en direct sur YouTube, par exemple, ou en direct sur Facebook Live. N'hésitez pas. Merci, c'est l'heure d'André Berkoff.